Devant moi, Raphaël Jacob, spécialiste de la politique américaine, chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, Monsieur Jacob. Bonjour. Ça va être bientôt le premier anniversaire de l'entrée à la Maison-Blanche de Donald Trump. Vous publiez donc pile au bon moment Le conservatisme à l'ère Trump, un livre qui se questionne sur la définition de l'idéologie conservatrice, sur son évolution aussi au fil des 10 dernières années. Puis chaque jour, il y a de la nouvelle matière à ajouter au moulin, on pourrait le dire comme ça, hein, quand on réfléchit à tout ça. C'est à chaque heure, en fait. Vous avez raison, à chaque heure. Mais Raphaël Jacob, tiens, prenons par exemple, on n'a pas besoin d'aller plus loin que en ouvrant les journaux ce matin, je regardais tout ce qu'on avait dit, on en avait parlé avec Éric Saint-Pierre, des sujets qu'on voulait aborder ce matin avec vous. Il y en a un nouveau ce matin encore. Je vois cette prise de position sur le droit compensateur dans le domaine du papier journal. Le protectionnisme de Donald Trump, ça, est-ce que c'est du conservatisme? Clairement pas. Pas dans le sens traditionnel du terme. Non, mais c'est-à-dire, si on retourne 100 ou 150 ans en arrière, je vous dirais que les protectionnistes, souvent aux États-Unis, est associés davantage au conservatisme. Mais au courant des dernières décennies, tout au moins les 20, 30, 40 dernières années aux États-Unis, le conservatisme classique d'un point de vue économique a été associé au libre-échange. Le Parti républicain, qui est évidemment le parti conservateur parmi les deux partis aux États-Unis, entre les démocrates et les républicains, depuis des décennies, est le parti qui était le champion du libre-échange. Et donc, contre des mesures punitives ou des mesures protectionnistes. Oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un changement du visage du conservatisme? Parce que peu importe où on regarde en Occident, en tout cas, c'est les gouvernements qui ont des réflexes protectionnistes sont plus des gouvernements de droite associés à un certain conservatisme là, depuis quelque temps. Et c'est là que ça va devenir effectivement très intéressant de voir si l'arrivée d'un type comme Donald Trump et de certains politiciens dans le moule de Donald Trump dans d'autres pays occidentaux peuvent faire en sorte que le conservatisme change. Se redéfinit. Se redéfinit, effectivement. Et en fait, c'est en grosse partie ce qui a motivé l'écriture et la publication du livre en premier lieu, que justement, encore une fois, peut-être pas exclusivement à cause de Donald Trump, mais en bonne partie avec Donald Trump, je dirais, voit le conservatisme sous un nouveau regard aux États-Unis. Alors, on pourrait poser la question, est-ce que Donald Trump est un conservateur? Mais peut-être que ce qu'il va falloir faire, c'est redéfinir le conservatisme, comme vous venez de le dire. Exact, parce que si on pose cette question-là à brûle pour point comme ça, la réponse aujourd'hui, c'est non. Donald Trump n'est pas un conservateur. Au sens où on le décrit depuis une quinzaine d'années. Même plus que ça. Okay. Si vous prenez le conservatisme tel qu'exemplifié par exemple, le président Reagan, les deux présidents Bush, aux États-Unis, évidemment, il y a des différences extrêmement importantes, des différences fondamentales idéologiquement entre ce que Trump met de l'avant et ce que ses anciens présidents ont mis de l'avant. Est-ce que c'est autant sur le plan du conservatisme économique que du conservatisme moral? Les deux côtés, ils se distinguent? Je vous dirais en fait à tous les points de vue. C'est-à-dire que quand on regarde le conservatisme fiscal, c'est une chose. Il y a le conservatisme social également, mais il y a aussi le conservatisme en matière de politique étrangère. Lorsqu'on parle du populisme et du nationalisme de Donald Trump en matière de politique étrangère, contrairement à l'espèce d'image publique qui est souvent entretenue par bien des commentateurs comme quoi le type est un vote en guerre qui veut intervenir partout dans le monde, en fait, c'est exactement le contraire. Donald Trump, contrairement justement à ses prédécesseurs républicains conservateurs, entre guillemets, notamment les deux présidents Bush, a des réflexes beaucoup, beaucoup moins interventionnistes en matière de politique étrangère. Les conservateurs, ou plutôt les néoconservateurs, ce qu'on a appelé les néoconservateurs au cours des dernières décennies aux États-Unis, ont été définis en énorme partie par leurs réflexes interventionnistes. Il y a un problème à l'étranger, on envoie l'armée américaine. Il y a un problème potentiel à l'étranger, on envoie l'armée américaine. L'attitude de Donald Trump, que ce soit par rapport à la Syrie, à l'Irak, à la Libye, ça, de façon assez consistante, était de dire on ne devrait pas se mêler de ça, on devrait s'occuper de ce qui se passe aux États-Unis d'abord et avant tout. C'est très profondément nationaliste et même à ce niveau-là, c'est vraiment une rupture avec le passé. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de prendre le temps d'essayer de qualifier les actions de Donald Trump quand on pense, à côté de ça, à la Corée du Nord, où là, il a l'air prêt à envoyer, à peser sur le bouton rouge. Et ça, c'est un point qui est extrêmement pertinent parce que qu'on parle d'intervention militaire à l'étranger, qu'on parle de prise de position au niveau du conservatisme social ou du conservatisme économique ou sur à peu près n'importe quel type d'enjeu, avec Donald Trump, oui, il y a un front de populisme, de nationalisme, mais il y a aussi une énorme flexibilité idéologique. C'est une façon extrêmement polie de le dire, ça, Raphaël Jacob. J'essaie d'être poli. C'est quand même tôt le matin. Je veux pas y
aller trop dur, mais en tout cas, il y en a qui diraient que c'est, en bon français, si vous voulez que je sois un petit peu plus candide, très souvent du gros n'importe quoi. Et je vais vous donner un exemple d'actualité. Vous donnez l'exemple des droits compensatoires. Prenons un autre, en fait, qui a eu lieu hier. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le président accueillait hier après-midi à la Maison-Blanche les chefs de file républicains et démocrates du Congrès pour discuter d'immigration. On va s'entendre pour dire que s'il y avait un enjeu qui était particulièrement central à la campagne de Donald Trump, c'était la lutte à l'immigration, surtout l'immigration clandestine. Et ce qui était absolument surréel dans cette rencontre-là, qui a été en fait télévisée presque du début à la fin, ça a duré près d'une heure, ce qui était assez inhabituel en soi. Mais ce qu'on a vu, c'est le président changer de position en direct et à plusieurs reprises pendant la rencontre. À certains moments, en fait, il semblait être davantage près des démocrates sur la question de l'immigration illégale que non seulement des républicains, mais que de sa propre campagne électorale. Donc, effectivement, tout ça pour vous dire qu'avec Donald Trump, il y a très souvent des changements de position et le type est pas nécessairement toujours facile à positionner de façon définitive sur un spectre idéologique. Raphaël Jacob, on va se dire les vraies choses, là. Est-ce que c'est pas un peu décourageant ou même une insulte à votre profession de devoir dealer, excusez le mot, mais de devoir faire affaire, de devoir analyser quelqu'un comme ça qui échappe à toute cohérence? En fait, je dirais au contraire, ça donne de l'eau au moulin, ça justifie les gens qui font la profession. C'est dans la mesure où il y a tellement de matériel sur une base quotidienne à analyser. Oui, mais c'est un matériel. C'est pour ça que je vous trouve très courageux d'écrire un livre. Le conservatisme à l'ère Trump. À l'ère Trump, à quelle minute, de quel jour, de quel mois, là? Je vous dirais que effectivement, à cet égard-là, le conservatisme est peut-être un petit peu plus stable et plus facile à étudier que le personnage. Je dirais comme ça. Alors, est-ce que, donc, on est à l'ère Trump, mais le conservatisme, disons, en 2018 aux États-Unis, il prend quelle figure, alors? Je crois quand même qu'en 2018, à l'heure actuelle, le conservatisme tel que généralement défini et compris est très, très semblable à ce qu'il était il y a 5, il y a 10 ou il y a 20 ans. C'est-à-dire, lorsqu'on les prend pôle par pôle, on commence par le conservatisme fiscal, c'est évidemment l'idée qu'on doit baisser les impôts le plus possible et réduire de façon cohérente, pour être cohérente, les dépenses publiques également. Donc, moins d'intervention étatique dans l'économie. De façon très simple, c'est ça. Et donc, par le fait même, également, au niveau du commerce entre les pays, moins de barrières entre les différents pays pour échanger. C'est plus ça, là. Mais ce n'est plus ça. Mais je vous dis de façon générale, classique, c'est encore aujourd'hui comme ça qu'on comprend le conservatisme. Au niveau social, c'est de façon très générale la défense de ce qu'on pourrait appeler les valeurs traditionnelles. J'aime pas particulièrement l'expression valeurs familiales, mais c'est souvent ce qu'on attache à ça. Bien sûr, la religion qui est aux États-Unis. Et la religion, et effectivement. Et non seulement la religion, mais je vous dirais particulièrement la défense de des principes judéo-chrétiens. C'est pas n'importe quelle religion. C'est d'abord et avant tout défendre les principes judéo-chrétiens. Et au niveau de la politique étrangère, ce sera encore une fois probablement de façon générale avoir un rôle plus musclé pour l'armée américaine, projeter le pouvoir à l'étranger. De façon générale, c'est ça. Puis dans les ingrédients du conservatisme, est-ce qu'on peut aller aussi loin que d'inscrire, parce que ça prend une telle place aux États-Unis, les armes, le droit aux armes, le commerce des armes, c'est quand même une figure importante? Absolument. Et ça, je dirais qu'à la fois, on peut l'insérer dans le conservatisme fiscal, le conservatisme économique, dans la mesure où on accorde moins d'importance à l'intervention étatique. Donc, on réduit la réglementation, ou on tente tout au moins de limiter la réglementation gouvernementale d'une industrie, dans ce cas-là, l'industrie des armes à feu. Et également, peut-être dans une moindre mesure, le conservatisme social, dans la mesure où le port, l'utilisation d'armes à feu a aussi une composante un peu sociale, pour certaines personnes même presque morale. Donc, effectivement, on pourrait l'inscrire là-dedans. Et lorsqu'on parle d'armes à feu, il y en a plusieurs qui vont dire, justement, là-dessus, Donald Trump est conservateur. Il y a des positions qui sont clairement arrimées avec le conservatisme. Et là-dessus, c'est vrai. Donc, Trump, sur certains points, même dans certains cas, sur plusieurs points, va défendre des positions qui sont traditionnellement conservatrices. Mais de façon générale, on ne peut pas le définir comme un conservateur classique parce qu'il est tellement différent sur tellement d'autres enjeux importants. En 10 secondes, Steve Bannon viré de Breitbart, c'est presque une bonne nouvelle pour Donald Trump. Ça prouve que Steve Bannon est un être toxique et incohérent. Ça prouve surtout que Donald Trump a fait des coups de fil depuis la dernière semaine parce qu'il ne l'a tout simplement pas digéré. Il s'est donné comme mission de détruire Steve Bannon et force est de constater qu'il est en voie de réussir à faire ça. Alors, Raphaël Jacob, merci beaucoup d'être passé en studio ce matin, spécialiste de la politique américaine qui publie aux presses de l'Université du Québec Le conservatisme à l'ère Trump. C'est un collectif là, auquel on a aussi le nom de Julien Toureille qui est associé, qu'on connaît bien. Merci, Raphaël Jacob. Merci. À bientôt. Au revoir.